Et coucou, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait 7 mois que je n'ai pas publié sur cette chaîne, mais je ne vous ai pas oublié pour autant. Donc on va faire un point sur mes lectures depuis le mois de janvier. J'ai commencé l'année en écoutant, parce que je n'ai pas les livres en physique, la saga Assoiffé. J'ai lu le tome... Enfin lu. J'ai écouté le tome 9 et le tome 10, à savoir Adoré et Enflammé. Je trouve que la saga a du potentiel, mais je pense que je suis trop vieille pour lire ce genre d'histoire. Je trouve qu'on a des scènes qui n'ont pas lieu d'être, des discussions superflues, des rajouts d'histoire qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas à mes yeux. Et c'est pour ça, je pense que je n'ai pas accroché, c'était trop long. Je vais spoiler le tome 9 et 10, donc je vous conseille d'aller à ce timecode si vous ne souhaitez pas être spoilé. Je vais être claire, à partir du moment où Grace s'est souvenue de son passé avec Hudson dans sa tête, là, quand elle s'est transformée en statue et qu'elle s'est retrouvée bloquée avec Hudson, à partir de là, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Ils auraient dû, je trouve, enfin l'autrice aurait dû, ok, on sait qu'il s'est passé quelque chose avec Hudson, il y a eu un passé entre Hudson et Grace et peut-être qu'on le saura jamais. Elle aurait, selon moi, pas dû écrire tout ce qui s'est passé en interne et introduire le royaume des ombres d'une autre manière parce que Grace, elle a passé toute son année à découvrir des choses. Et on a fini, nous aussi, lecteurs, par comprendre ce qu'elle vivait. C'est vrai que je trouvais pas l'intérêt de rajouter Adari comme un élément hyper important à expliquer. Je pense que si un des dieux lui avait dit il faut que tu ailles à Adari, c'est le royaume des ombres, sans avoir connu Adari auparavant, on aurait compris. Je trouve que c'était pas pertinent. Déjà, je pensais que c'était des tomes, comment dire, optionnels, qu'on pouvait les passer sans, enfin voilà, sans les lire. En fait, non, j'ai compris que je devais les lire. J'ai trouvé ça long, mais long. Des discussions d'adolescents, ça m'a gonflé. Enfin, on n'avance pas. Après, je suis un peu méchante, mais j'ai quand même passé un bon moment globalement. Pendant mes écoutes, j'étais en tension, je riais avec les personnages, je me questionnais, je doutais. Dans l'ensemble, c'était des bonnes lectures, mais heureusement que je les ai pas achetées parce que je crois que j'aurais vraiment regretté mes achats et que j'ai pu les écouter et que c'était largement suffisant. Donc voilà, j'ai enfin bouclé la saga Assoiffé. Pour moi, c'est un... Là, je vois dans mes notes, j'avais écrit 5 sur 10. Je suis peut-être un peu méchante. Ça va être un 7 sur 10. Parce que j'ai adoré le début. J'ai adoré toute l'histoire autour de l'évolution de Grace. Je vais pas spoiler là, voilà. Toute l'évolution autour de Grace, tout ce qu'elle découvre, je trouve que c'était bien mené. C'est juste cette fin là qui m'a vraiment gonflé. C'était trop long pour être. Je pense qu'elle avait signé pour 10 tomes. Il fallait qu'elle fasse 10 tomes. Et en fait, elle a tiré comme elle a pu et je trouvais ça dommage. Mais globalement, j'ai passé un bon moment, donc c'est pour ça, je mettrai 7, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Au mois de février, j'ai lu le deuxième tome de la duologie The Perfect Match avec The Perfect Love. Je vais donc pas vous faire le résumé de The Perfect Love, mais plutôt celui de The Perfect Match. Je vais donc vous lire le résumé du tome 1, mais normalement, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez déjà de quoi ça parle. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes au 22e siècle et c'est la science qui détermine avec qui vous êtes le plus compatible. Le problème, c'est que le cœur d'Eliot n'a jamais battu que pour Ashton, le frère d'Isaac, et que, d'après les tests, Eliot est compatible à 98,8% avec Isaac, le frère de Ashton. Donc Isaac et Eliot sont forcés d'habiter ensemble, surtout que leur score est assez élevé et assez rare pour être souligné. Donc ils sont aussi surveillés par l'État. Donc la question va tourner autour de comment est-ce que Eliot va réussir à aimer cette personne qu'elle ne connaît pas, que d'ailleurs qu'elle déteste, elle le dit clairement au début du livre, qui est d'autant plus le frère de son petit ami actuel, comment elle va devoir vivre avec lui alors qu'elle ne le connaît pas, et que pourtant leur compatibilité est à 98,8%. Et de son côté, Isaac, il est pas du tout d'accord avec le système qui est mis en place. Pour lui, ces pourcentages, ça n'a absolument aucun sens. Il est prêt à tout pour se rebeller, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Je vais pas vous spoiler, mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que le tome 2 n'a rien à voir au niveau de l'ambiance avec le tome 1. Si vous avez aimé Divergente, Hunger Games, Labyrinthe, on est un peu dans cet esprit-là. Je pense que cette duologie pourrait vous plaire. Au mois d'avril, j'ai lu Attracted de Marcia Meyer, un livre qui m'a été offert par ma petite sœur. Quand elle a vu le livre en librairie, elle a craqué et je comprends pourquoi.
Malgré ce que la couverture peut laisser penser, on n'est pas sur une dark romance, on est bien sur de la romance. C'est aux éditions Nisha et cetera. Alors il y a écrit en bas 100 romance, 0 dark romance. Je sais pas si c'est spécifique à cette maison d'édition ou à cette collection, mais effectivement, c'est pas du tout de la dark romance, moi qui n'aime pas ça. J'ai été complètement conquise par cette histoire. On y suit Sierra Sanchez, une jeune lycéenne qui vient de déménager aux États-Unis avec toute sa famille, après avoir vécu en Italie. Anéantie, elle tente de laisser une nouvelle chance à la vie pour ne pas sombrer totalement. À des milliers de kilomètres des lieux du drame, elle s'accroche autant que possible, mais le défi est immense. Sierra partage son quotidien avec les amis de son frère Estéos, et surtout avec Jaden Ace Evans, le meilleur ami de ce dernier, qu'elle craint instinctivement. Jaden ne comprend pas les raisons qui poussent Sierra à le fuir. Même s'il est interdit d'éprouver tout sentiment, la peur de la jeune femme l'intrigue, et il compte bien tout faire pour percer ce mystère, et quitte à mettre en danger la relation unique qu'il a tissée avec Estéos, depuis qu'il s'est réfugié chez les Sanchez après une enfance plus que chaotique. Réussira-t-il à garder le contrôle de cette situation? Sierra pourra-t-elle continuer à se reconstruire malgré cet environnement destructeur? Jaden Ace Evans, c'est mon pire cauchemar. C'est un roman que j'ai lu en 3 jours parce qu'il est très bien agencé. Les paragraphes sont aérés, les marges sont larges, tous les chapitres commencent à la page de droite. Et mine de rien, une mise en page comme ça permet de lire plus facilement un roman. Et je pense que s'il avait été écrit autrement, je l'aurais pas lu en 3 jours. Donc c'est une très très bonne romance, sombre, juste ce qu'il faut, mais pas de dark romance. Donc pour moi, c'est un bon 9 sur 10. On poursuit au mois d'avril avec évidemment La Révolte de la Reine que j'attendais impatiemment de lire depuis le temps que Morgane nous teasait sa trilogie. Donc dans ce premier tome, on suit Alexandre et Acacia, le roi et la future reine de France. Très largement inspiré de la cour du roi de France, l'histoire commence 1 an avant la prise de la Bastille. On va y suivre l'histoire d'Acacia qui se voit mariée de force au roi de France et devant endosser le rôle de reine. Pour le peuple, elle représente un nouvel espoir parce que le roi actuel n'a pas du tout bonne réputation. Alors que tout le monde pensait qu'Acacia apporterait de la stabilité, la reine est tout sauf docile et elle fascine autant qu'elle scandalise, un peu comme Marie-Antoinette. Alors que la famine gronde dans les rues de France et que la révolution approche, la reine devient la cible idéale. Acacia va devoir choisir entre se plier au rôle qu'on attend d'elle ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, y compris l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Si vous voulez une histoire avec des plot twists inattendus, des ascenseurs émotionnels, une bonne touche de féminisme et beaucoup d'humour, franchement lisez cette saga. Le tome 2 arrive bientôt, je sais déjà d'avance que ça va être une saga incroyable, donc je ne perds rien à vous dire de lire cette saga quoi qu'il arrive. Petit disclaimer, ne vous attendez pas à lire l'histoire de Marie-Antoinette et du roi de France, ce n'est pas du tout le cas. Morgane Moncomble s'est très largement inspirée de leur histoire, mais on n'est pas du tout sur ça. Le contexte est effectivement le même, en beaucoup plus simplifié, pour ne pas que ce soit trop lourd, parce que déjà que l'histoire, elle est épaisse, alors si en plus on devait rajouter les éléments politiques, alors là c'était terminé. Au mois d'avril, j'ai également lu un 3e livre. J'étais très productive au mois d'avril. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, il y a des périodes comme ça. J'ai lu un livre qui était depuis très longtemps dans ma pile à lire, qui m'intéressait. Finalement, mon avis est plutôt mitigé. Un livre qui s'appelle Dans le bleu de Joyce Carol Watts, qui parle de l'addiction aux médicaments, aux antidouleurs. Et à cette époque, en tout cas quand je l'ai acheté, j'étais sous antidouleur pour soulager mes douleurs d'endométriose et je me sentais concernée par la prise de ces médicaments et de l'état dans lequel on est. Alors effectivement, la jeune fille que l'on suit prend des antidouleurs, elle décrit assez bien ce qu'elle ressent, mais par contre, comment dire, la prose, la narration, on est vraiment dans la tête de la protagoniste et comme elle est complètement défoncée tout le temps, ses pensées sont hyper décousues, c'est du parler plus que du écrit, alors j'ai eu du mal à accrocher. L'histoire à la base, elle était sympa, mais comme elle a été racontée de cette façon-là, de manière très décousue, avec des phrases à moitié construites, c'était assez bizarre. L'histoire, pour vous la faire simple, c'est l'histoire de Jenna qui se remet d'un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère. Elle déménage donc dans la famille de sa tante avec un nouveau lycée, de nouveaux amis, enfin qu'elle tente de se faire. Et entre tout ça, elle est dans le bleu, comme elle le décrit. En fait, c'est quand elle prend des opiacés. Elle est complètement fonce-dé. Et elle va rencontrer divers personnages qui ne vont pas lui apporter que du bien. Et elle va évoluer dans cette atmosphère-là. Mais Corbeau, un des personnages, pourrait bien l'aider à se remettre, à revenir dans le vrai. Pareil, si au niveau de la mise en page, c'est plutôt aéré. Alors pas autant que Attracted, mais ça reste quand même très sympa à lire. Mais je vous dis, c'est juste, ouais, la prose qui me paraissait un peu bizarre. Ça va être
5 sur 10, 4 sur 10. Au mois de mai-juin, j'ai lu la duologie Vampires Royaux. Ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Avec le premier qui s'appelle When the King Falls et la suite The Queen Will Rise. C'est une histoire de vampires, de rois, de reines, de royauté, tout ce que j'adore finalement. Alors du coup, cette duologie, qu'est-ce que ça raconte? Londres de nos jours. Depuis des siècles, les vampires règnent d'une main de fer sur l'humanité, mais dans l'ombre, une rébellion s'est formée. Un groupe d'humains déterminés à renverser cette tyrannie. Florence, membre de cette résistance, a été préparée dès sa naissance à accomplir une mission cruciale, assassiner le roi Bénédicte. Chaque solstice d'hiver, le roi choisit une épouse de sang pour se maintenir en vie, et cette année, Florence fait partie des candidates. Elle doit le séduire, gagner sa confiance et le pousser à baisser sa garde, et là, elle pourra le tuer, si son cœur ne la trahit pas avant qu'elle ne renverse la couronne. J'ai beaucoup aimé. Florence est une enfant naïve, on voit bien qu'elle a été formée par la rébellion, donc avec un seul point de vue de l'histoire, et là elle se retrouve projetée dans le camp ennemi, avec l'autre point de vue de l'histoire. Et heureusement, elle est assez intelligente pour faire la part des choses et essayer de trouver un compromis. Après avoir lu la saga Assoiffé, il me fallait absolument des séries soit des one-shots, soit des duologies ou des trilogies max. Je suis très contente de tomber sur des romans qui sont courts et qui abordent des sujets que j'aime beaucoup. Puis début mai, j'ai lu Daydream de Anna Grace, qui est le 3e tome de Icebreaker, sachant que je n'ai pas lu le 2e tome. Mais ça ne pose pas de problème puisqu'on suit des personnages que l'on aborde dans le tome 1. Livre que j'ai adoré, très long par contre, c'est un slow burn, vraiment très très slow. Je crois que j'avais jamais vu ça. Où on suit l'histoire de ces deux personnages avec le capitaine de l'équipe de hockey Henry Turner et Hale Jacob, une étudiante studieuse complètement people pleaser. Les deux vont se rencontrer et former une espèce de petit pacte. Elle doit écrire une histoire pour un concours d'écriture, sauf qu'elle n'a aucune inspiration et que elle n'a vécu que très peu de choses dans sa vie d'adolescente, donc elle n'arrive pas à expérimenter et à écrire l'amour comme elle le souhaite. Et Henry, lui, il a besoin d'aide pour ses cours parce que ses notes chutent et le capitaine de hockey n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc il est obligé de remonter sa moyenne, donc les deux vont s'allier pour s'aider mutuellement. Et va naître une histoire d'amour entre eux, très intéressante, très mignonne, vraiment, à aucun moment il y a eu quelque chose de négatif, c'est vraiment une lecture très cocooning, très positive, mais très longue, parce que slow burn, comme je le disais au début. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que Hale est une people pleaser, et que Henry est plus ou moins étiqueté comme TDAH, et donc il y a une super dynamique qui va naître entre eux. Ensuite, grâce à Spotify, j'ai écouté le tome 1 et le tome 2 de la saga Majesty. Je sais que ça fait un moment que sont sortis ces romans, mais je suis complètement passée à côté. En fait, j'ai délaissé le BookTok pendant un long moment, et du coup, je suis complètement passée à côté de cette saga. Là, je vais commencer bientôt le tome 3, j'attends de récupérer mes heures d'écoute sur Spotify, puisque c'est 12 heures par mois et que je les ai utilisées. Donc, j'ai lu Mad Majesty et Fallen Majesty, avec un gros coup de cœur pour Fallen Majesty. L'histoire de Astoria et de Callum, elle est trop bien. J'ai bien aimé aussi Damian et Esme, mais c'était pas tout à fait pareil. En tout cas, c'était pas les mêmes enjeux. Dans Mad Majesty, on va suivre Damian qui doit devenir roi, mais pour cela, il doit épouser une femme. Sa mère lui a trouvé la candidate toute choisie. Et finalement, lui, durant les présentations, se retrouve à plutôt apprécier sa sœur. Donc on se retrouve un peu sur une Sicile impératrice, là. Sauf qu'elle n'a pas du tout envie d'endosser le rôle de reine d'Angleterre. Donc pendant un bon moment, elle va hésiter, puis ils vont finalement décider de s'unir. Mais dans quelles conditions et à quel prix? Et après, pour Fallen Majesty, donc on suit Astoria, reine du Liechtenstein, et Callum, roi de Suède. Les deux vont s'unir pour protéger Astoria d'un mariage arrangé qui a été programmé depuis sa naissance. Finalement, on se rend compte que le monsieur qui lui a été choisi à la naissance n'est pas du tout un homme respectable. Mais la relation entre Callum et Astoria est plus courageuse. Accorder ses violons dans ces situations-là, c'est un peu compliqué, mais ils arrivent quand même à trouver des solutions ensemble. Franchement, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Je vais commencer donc bientôt Dark Majesty en suivant Ismaël et Eleonore. Il me tarde de retrouver Eleonore parce que on l'a quittée dans une situation un peu particulière dans le tome 1. J'ai hâte de voir comment elle a évolué. Et pour finir, j'ai lu, et je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à ma mère, Willow Lake de Alicia Garnier, que j'ai adoré.
Alors rien à voir avec les rois, les reines, les princesses, la royauté, tout ça, là on oublie. On est dans le Montana avec des cow-boys et une New-Yorkaise qui débarque dans la campagne. L'histoire commence avec Fallon qui revient à Willow Lake où elle a passé un été somptueux auprès de Raph, le protagoniste de l'histoire. Mais leur idylle s'est brutalement stoppée un soir et depuis les deux ont fait leur vie chacun de leur côté pendant 10 ans. Et donc Fallon revient 10 ans plus tard à Willow Lake avec l'intention de régler les problèmes qui sont survenus dans le passé. Et Raph, lui, n'est peut-être pas prêt à accepter tout ça, même si ses sentiments envers Fallon n'ont jamais cessé d'exister. C'est une histoire super parce qu'on est dans une small town, donc une petite ville, et on a vraiment cette sensation d'être dans un endroit qu'on connaît. À chaque fois que je revenais dans ma lecture, je me replongeais à Willow Lake et c'était vraiment agréable. J'avais vu passer plutôt en librairie Amber Falls, de la même autrice, et je sais pas pourquoi, la 4e de couverture, le résumé ne m'avait pas attirée. Et puis pendant ma lecture, je me suis dit, si j'ai aimé Willow Lake, je pense que je devrais aimer Amber Falls. Parce que la façon dont Alicia Garnier raconte l'histoire est très intéressante, m'a beaucoup plu, et je suis sûre que je pourrais aussi aimer Amber Falls. Donc je pense que je vais m'acheter Amber Falls pour cet automne. La saison s'y prête bien. Willow Lake, c'était parfait pour l'été, Amber Falls, parfait pour l'automne. Et pour finir, là je suis en train de lire au mois de juillet Sur la même longueur d'onde. Je l'ai commencé il y a une petite semaine. On suit l'histoire de Eve et Théo, qui sont deux entités complètement différentes, avec Eve qui est une féministe engagée, solidaire, enfin voilà, tout ce que vous voulez, et Théo qui est un masculiniste. Et tous les deux tiennent un podcast, ou du moins une chaîne YouTube. Ils vont être amenés à se rencontrer. Et en fait, une relation assez intéressante va naître entre eux. Et moi, je suis très intéressée de voir comment vont évoluer les personnages, parce que quand on a des idées bien arrêtées en tant que mascu ou en tant que féministe, je ne vois pas comment les deux peuvent cohabiter. Il y en a forcément un des deux à un moment donné qui va devoir se repositionner. Donc je vous en dirai plus la prochaine fois, normalement au mois de décembre. Si j'ai le temps, parce qu'entre-temps, je suis en train de préparer mon mariage, donc j'ai beaucoup de choses à penser. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lus ces 7 derniers mois et votre coup de cœur. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!